D'avoir choisi Canal Congo Télévision pour vous informer. Sa 29e réunion du Conseil de ministres présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à la Cité de l'Union africaine, saisie par les difficultés par la SNEL dans la gestion justement de certains barrages. Le président de la République a chargé le gouvernement à travers les ministres du portefeuille ainsi que de ressources hydrauliques d'examiner justement le voies et moyens pour résoudre des problèmes dans les délais. Et suivez. Le président de la République a été saisi des difficultés éprouvées par la Société nationale d'électricité dans la gestion de certains barrages hydroélectriques, particulièrement celui confié par le gouvernement et qui compte parmi les actifs de l'AGCAMIN. Il a cité à titre d'exemple la gestion de la réhabilitation du barrage d'Enzilo. Cette situation est source de lourdes conséquences, non seulement sur la fourniture en électricité, aussi bien aux populations qu'aux entreprises minières opérant dans le champ de ce barrage. Il a chargé le gouvernement, à travers la ministre d'État, ministre du portefeuille, et les ministres des Ressources hydrauliques et électricité, chacun dans la limite de ses attributions, d'examiner les voies et moyens pour résoudre ces problèmes et de lui faire rapport dans les meilleurs délais. Au nom du commandant suprême de forces armées, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, ancien combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo a présidé ce vendredi 15 mars 2024 la grande cérémonie de prise d'armes de nouveaux officiers de FARDC à l'Académie militaire de Kananga, dans le Kasaï central. Regardez. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba a, au nom du commandant suprême des forces armées, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, présidé vendredi 15 mars 2024 la cérémonie des prises d'armes des nouveaux officiers de FARDC à l'Académie militaire de Kananga, dans le Kasaï central. Ils étaient 431 sous-lieutenants, élèves, officiers issus notamment de la 18e session spéciale et de la 35e promotion ordinaire de l'année académique 2022-2023, parmi lesquels 34 élèves officiers de nationalité centrafricaine à avoir prêté serment devant le représentant du commandant suprême, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, ainsi que 550 autres élèves de la 36e et 37e proclamés lors de la même cérémonie des prestations de serment, prenant la parole au nom du chef de l'État, le VPM Jean-Pierre Bemba a souligné certaines vertus qui doivent guider un officier militaire. L'officier que vous êtes est un noble. Que cela veut dire? L'officier ne ment pas, il ne triche pas, il ne vole pas, il ne détourne pas. Il apprécie, il assume, il ne tourne pas le dos à l'ennemi. Il ne trouve pas un prétexte pour s'éloigner de sa noble mission de défense. Il doit y faire face. Jamais il n'abusera de la puissance de feu que lui procure la possession d'armes. Fidélité à la République démocratique du Congo. Obéissance à la Constitution et aux lois de la République, défense de la nation avec honneur, dignité et discipline, jusqu'au sacrifice suprême. Telles sont les valeurs que vous devez porter partout où vous passerez. La cérémonie a été ponctuée de plusieurs séquences, notamment la remise des cadeaux et diplômes à quelques lauréats ayant distingué pendant la formation, la lecture de l'ordonnance présidentielle conférant les grades à ces nouveaux officiers, la prestation des serments et les défilés militaires de circonstances. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant avait fait les déplacements de Kananga ensemble avec le chef d'état-major général, le général d'armée Christian Chiwewe, son adjoint chargé des renseignements et plusieurs autres hauts officiers. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autorités politico-administratives du Kasaï central.
À Goma, au Nord Kivu, notre correspondant sur place, Joël Kamabou, nous fait part de la visite ce samedi 16 mars 2024 par le gouverneur, le général-major Peter Cérémonie de tout le chantier de modernisation de la voirie. Il s'est rendu compte justement de l'état d'exécution de travaux qui visent à rendre propre le riz et avenue de Goma. Suivez. Nous sommes lancés sur les chantiers de la modernisation pour matérialiser la vision du commandant suprême chef de l'État. Nous avions lancé un certain nombre de chantiers dans la ville de Goma et ce matin c'était la visite des chantiers. C'est ce qui témoigne notre présence en ces lieux pour le moment. Il y a du travail qu'on donne. On est en train aussi de redorer l'image de la ville, mais aussi on est en train de matérialiser la vision du commandant suprême chef de l'État. On doit aussi dire qu'il y avait un problème de fluidité au niveau de la ville. Nous sommes en train aussi de désengorger la ville pour faciliter la circulation. Je voudrais qu'ils démolissent eux-mêmes avant que nous puissions entrer en action. Et c'est pour cela que nous avions lancé la première phase de la sensibilisation pour que les gens puissent agir par leur conscience. Vous savez, comme je l'ai toujours dit, nous combinons les opérations et le développement. Ce n'est pas parce qu'on est en guerre qu'on ne doit pas se développer, ou ce n'est pas parce qu'on se développe qu'on ne doit pas faire la guerre, parce que l'état final recherché, c'est que l'agresseur doit rentrer chez lui. À la Chambre basse du Parlement, les députés nationaux ont déclaré recevable le rapport de la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur. Le bureau d'âge laisse 48 heures aux députés pour verser justement leurs amendements avant que le draft revienne à l'Assemblée plénière pour son adoption article par article. Le point avec John Mukadi. À l'issue de la plénière consacrée à l'examen et à l'adoption du rapport de la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, les députés ont déclaré recevable ce rapport. Les bureaux d'âge laissent 48 heures aux députés nationaux pour verser leurs amendements avant que les drafts reviennent en Assemblée plénière pour son adoption article par article. La commission spéciale chargée d'élaborer le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, dirigée par le député national Jacques Joly, a dévoilé les contenus de son rapport des travaux en commission. À en croire son président Joly, le travail qui réjouit les fonctionnements de cette chambre parlementaire visait à les hisser aux pratiques et standards universels. De son point de vue, ce travail intègre des innovations spécifiques dont la finalité est de permettre à cette chambre d'assumer des missions que les peuples attendent. La mission spéciale avait aussi comme ambition de mettre en place, de rationaliser des mécanismes de contrôle, de contrôler l'exécutif, les entreprises, tous les établissements publics et services, ainsi que de rationaliser les rapports avec les institutions dites indépendantes d'appui à la démocratie et à la bonne gouvernance. Aussi pense-t-elle que la mise à la disposition de la Cour des comptes mérite d'être clarifiée pour que le Parlement ne ressemble pas à un chien édenté. Le professeur Joly a par ailleurs indiqué que la Commission a travaillé dans le sens d'améliorer notre commission de suivi, d'évaluation de ses recommandations, de ses résultats, de la mise en œuvre des lois qu'elle vote, de la mise en œuvre des politiques publiques dans toutes les matières. La commission a aussi été très sensible grâce à la jeunesse, à la migration qui doit se faire du travail en papier vers un parlement qui utilise des technologies de l'information et de la communication ainsi que les moyens immatériels. Et au cours de cette plénière, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso-Kodia, a expliqué justement les raisons de la non-tenue de la séance inaugurale de la session ordinaire de mars 2024. Suivez. Conformément au prescrit de l'article 115.1 de la Constitution, la session ordinaire de mars 2024 devait s'ouvrir ce vendredi 15 mars 2024. Cependant, comme vous le savez, chers collègues, nous nous trouvons devant la contrainte juridique découlant de l'article 114, alinéa 4 de la Constitution. Cet alinéa dispose ce qui suit. Je cite: la session extraordinaire prend fin
à l'épuisement de l'ordre du jour. Fin de citation. Telle est la volonté du constituant qui a établi une nette distinction entre la session extraordinaire inaugurale d'une législature et la session extraordinaire en cours de législature prévue à l'article 116 de la Constitution. Dans un autre chapitre, sachez que désormais, en République démocratique du Congo, toute personne condamnée à la peine de mort sera exécutée. Le gouvernement a décidé de lever le moratoire sur la peine capitale. C'est ce qui ressort justement du Conseil des ministres selon une note circulaire de la ministre de la Justice et garde des Sceaux. Mais quelles sont justement les raisons pour lesquelles le gouvernement a rétabli la peine de mort 20 ans après? Tentative de réponse dans ce papier que nous propose Gisèle Etoko. C'est à la suite d'une plaidoirie faite récemment par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, afin de juguler les trahisons dans le rang des forces armées de la République démocratique du Congo en ces temps de guerre, qu'intervient cette levée du moratoire interdisant l'exécution de la peine de mort. Le chef de la Défense a demandé au commandant suprême, au chef de l'État, de pouvoir lever le moratoire sur la peine capitale en ce qui concerne les questions de traîtrise au sein des forces de défense et de sécurité. La peine de mort sera appliquée aux personnes condamnées pour association des malfaiteurs, trahison, espionnage, participation à des bandes armées, participation à un mouvement insurrectionnel, crime de génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre, désertion à l'ennemi, lâcheté, complot militaire, rébellion, refus d'obéissance de marcher contre l'ennemi, ceci en vue de débarrasser l'armée de notre pays des traîtres d'une part et d'endiguer la recrudescence d'actes de terrorisme et de banditisme urbain entraînant mort d'hommes d'autre part. Ainsi, Koulouna, espions, traîtres, rebelles, génocidaires, déserteurs, soldats lâches, pour ne citer que ceux-là, sont désormais exposés à la peine des morts. Le gouvernement lève donc ces moratoires datant de 2003 sur l'exécution de la peine de mort, suivant certaines dispositions précisées dans une note circulaire signée le 13 mars 2024 par la ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo. Notez que la levée de ce moratoire intervient alors que les forces armées de la République démocratique du Congo font face à l'agression rwandaise sous couvert du M23 à l'est du pays, où il est souvent fait état de la thèse de traîtrise ou des replis stratégiques suite aux instructions de certains commandants d'unités accusés d'être de connivence avec la coalition M23 RDF. Et des réactions ne se sont pas fait attendre dans la classe politique. Suivez tour à tour le président du parti politique consort Éric Bisselo ainsi que l'analyste politique Gandhi Ibokamp. La décision de la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort est saluée par l'analyste politique Gandhi Bokabo. Quand on regarde le principe, surtout quand on se met du côté religieux, on n'a pas le droit de donner la mort à un être vivant, notamment à une personne humaine, essentiellement. Là, c'est le principe religieux. Mais quand on regarde la réalité de la vie de nos sociétés, moi je pense qu'à un moment donné, on est appelé à faire des guerres contre des forces d'occupation, notamment des territoires tels que nous le vivons aujourd'hui au niveau de l'Est. À un moment donné, nous avons aussi au niveau de certains de nos quartiers, des jeunes et des moins jeunes qui donnent la mort, les Koulouna. Moi, je pense qu'à un moment donné, un État qui se respecte doit prendre des mesures. Même si ça fait mal, doit prendre des mesures, sinon l'État n'existera plus. On est déjà dans un État difficilement réel. C'est un État beaucoup plus factice qui existe aujourd'hui. Nous devons construire un État avant de dire qu'on va construire l'État des droits. Donc cette mesure, même si ça peut faire mal au niveau des principes, mais pour un État, c'est nécessaire. C'est nécessaire, mais ça nécessite qu'on puisse au préalable prendre un certain nombre de principes et les respecter au niveau des procédures. Le président du parti politique consort, le politologue et avocat Éric Bisselo craint que cette décision crée d'autres difficultés dans la gestion de la société. La levée de moratoire sur la peine de mort nous pose déjà un problème. D'abord, nous avons un gouvernement démissionnaire et nous pensions que ce gouvernement démissionnaire était là
pour prendre des mesures expéditives, expédier les affaires courantes. Mais or que là, nous avons une décision de haute importance qui va apporter suffisamment de difficultés dans l'exécution, mais également créer d'autres difficultés dans la gestion de la société. Nous aurions aimé que cette décision se fasse d'abord l'objet d'un débat au sein des assemblées constituantes, notamment les assemblées nationales, l'Assemblée nationale du Sénat, où la population a élu ses représentants. En outre, la levée du moratoire pour la peine de mort, c'est une bonne chose, on peut le dire, mais ce serait une bonne chose dans un état de droit où la justice fonctionne. Et en vue d'endiguer la recrudescence du banditisme urbain, sachez que les Koulouna sont aussi exposés à la peine de mort. Ceci en exécution à cette décision de la levée du moratoire sur la peine de mort. Interrogé à ce sujet, Maître Clément Gondé est d'indiquer que ceci permettra justement de décourager ces jeunes inciviques qui sèment désolation. Suivez-les au micro de John Mukadi et Bruno Nzinga. Sont également exposés à la peine de mort les inciviques communément appelés Koulouna qui troublent la quiétude de la population dans la capitale. En réaction, Maître Clément Gondé d'indiquer cela fait partie d'une solution afin de les décourager. Bon, pour moi, ça fait partie aussi d'une solution. En fait, ce sont des sanctions pour décourager normalement des gens. Parce que si on voit vraiment que ton enfant, tu laisses ton enfant, ou bien ton enfant est en train de faire des coups, il tue les gens, il terrorise les gens dans les quartiers. Vous savez, les phénomènes là-bas sont pleins, là pour le moment. Il y a des quartiers là où même les gens ne vivent plus. Donc, c'est-à-dire pour moi, c'est une mesure très importante pour décourager d'autres personnes qui vont éviter maintenant de faire ces histoires-là. Le Koulouna, ici dans la ville province de Kinshasa, c'est vraiment très grave parce que nous sommes dans un état où maintenant c'est sauf qui peut. Alors, j'encourage le gouvernement, mais il faut qu'on puisse normalement, comme je dis d'habitude, qu'il y ait des mesures qui doivent accompagner cette décision-là. Donc, c'est-à-dire arrêter vraiment les vrais Koulouna. Vous voyez, donc il faut qu'il y ait de la preuve que la personne Koulouna qui a fait quoi, comment, pourquoi. Donc il faut arrêter les Koulouna parce qu'on les connaît très bien et ce n'est pas seulement quand la personne dénonce, mais il faut qu'il y ait des bonnes enquêtes pour savoir si vraiment la personne est Koulouna ou pas. Donc c'est très important, je dis bien, c'est toujours dans la prévention. Donc si on fait ça, on doit diminuer quand même le taux de la criminalité. Parce que vous devez savoir que les problèmes Koulouna aussi, c'est un problème social aussi. Donc il faut aussi prendre des mesures. Comment est-ce qu'on peut normalement faire la réinsertion normale des gens? Si la personne veut laisser le Koulouna, vous voyez, parce qu'il y a des degrés. Il y a des gens qui volent, par exemple. Ils volent, il peut aller dans un marché, il vole. Peut-être il avait faim. Peut-être il y a aussi, comme je dis bien, que c'est par rapport à la destruction du tissu social. Donc, c'est-à-dire maintenant, la criminalité est là. Maintenant, nous devons tout faire pour lutter aussi contre la pauvreté. Parce que quand le tissu social est déchiré, il y a la pauvreté et la pauvreté entraîne la criminalité. Donc, les enfants là que nous voyons là, on peut aussi les récupérer. Mais les récalcitrants, c'est ça qui vont normalement s'élever dans des actes de vandalisme, de tuerie. Ah, là, la mesure va commencer à appliquer et ils seront corrigés. Si on voit aujourd'hui un Koulouna qui est, par exemple, pendu, vous voyez, les gens ont repère. Donc, moi, je suis d'accord avec cette loi-là, mais il faut qu'il y ait quand même des mesures d'accompagnement. 16 mars de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale de droits de consommateurs. Pour cette année 2024, le thème retenu est justement la finance numérique équitable. Mais qu'en est-il de cette journée? Les détails avec Gisèle Etoko. Suivez. Les droits de consommateurs concernent tout produit, processus de production ou service entrant dans leurs usages et consommations. La journée du 15 mars vient rappeler les droits fondamentaux à une consommation saine en s'inscrivant dans l'actualité et le suivi des nouveaux usages et produits sur le marché. Cette journée est l'occasion de rappeler que les consommateurs ont de droits et qu'ils peuvent les exercer, tels que
Le droit d'accès à l'information. Le consommateur doit avoir accès à toutes les informations relatives aux produits ou aux services avant l'achat. Le droit des rétractions. Le consommateur doit pouvoir annuler son achat après un délai, sous certaines conditions et pour certains types d'achats. Le droit du consommateur à se faire rembourser un article acheté en cas de vice cash ou de défaut de conformité, par exemple, sous certaines conditions et pour certains types d'achats. Le thème retenu cette année pour la Journée internationale des droits des consommateurs est la finance numérique équitable. En effet, face au développement des services financiers numériques, des nouveaux risques sont apparus ou se sont accrus. Le déploiement des technologies numériques modifie les comportements des consommateurs envers leurs services financiers, moyens de paiement, souscription de crédit, d'assurance, des produits financiers en ligne. Notez que c'est depuis 1983 que la Journée des droits des consommateurs est célébrée le 15 mars. De la République démocratique du Congo, en croire la Mételsat, ces précipitations auront lieu au cours de la période allant du mois de mars au mois de mai 2024. De pluies excédentaires prévues dans le parti nord, sud, est, ouest du pays et qui vont justement entraîner des inondations et glissements des terrains. Suivez. Nous aurons des nuages tellement cumuliformes, les nuages en extension verticale. Nous serons butés à des nuages qui nous donnent des cristaux de glace au sommet. Et ces cristaux de glace contiennent une masse d'eau considérable qui, en précipitant, peut nous donner de fortes pluies. Bon, dans la vie des communs mortels, cette pluie peut connaître des inondations, des montées des eaux, des rivières, tout comme des fleuves. Et l'eau de ruissellement peuvent être aussi abondante. Ça dépend de la capacité des caniveaux que nous avons pour recevoir les eaux d'écoulement. Si ces capacités ne conviennent pas, donc l'eau de ruissellement va déborder dans des parcelles et dans des maisons. Chérubin Okende sera inhumé le 20 mars prochain. Le programme de ses obsèques a été justement rendu public par sa famille 7 mois après sa mort. Ce programme prévoit l'exposition du corps à l'hôpital du Cinquantenaire le mercredi 20 mars prochain, au lendemain d'une veillée mortuaire au centenaire protestant. Une messe sera dite en sa mémoire à la cathédrale Notre-Dame du Congo avant la mise en terre du corps à la nécropole de Lancélé. Voilà, mesdames, messieurs, ce journal est terminé. Merci d'avoir suivi et bon sur le programme sur nos antennes. Au revoir.